C'est maintenant le temps de vous présenter notre second conférencier, Alain Gosselin, qui va nous parler de développer les leaders de la prochaine génération. C'est un peu difficile de présenter Alain Gosselin ici parce que tout le monde le connaît déjà. Alors, je fais un boulot un peu inutile quand je fais ça. Alain est professeur titulaire de gestion de ressources humaines à HEC Montréal, également aujourd'hui, il faut le mentionner, directeur de l'École des dirigeants HEC Montréal, où il intervient dans des programmes de leadership, développement organisationnel, en gestion des talents. En 2007, HEC Montréal lui a décerné son Grand Prix de pédagogie et en 2012, le prix Esdras-Mainville qui souligne la contribution exceptionnelle d'un professeur au rayonnement de l'école par ses activités, ses réalisations dans les sphères universitaires, professionnelles et publiques. Il détient un doctorat en ressources humaines de l'Université du Maryland. Il est co-auteur du livre « Paroles de PDG ». Comment 75 grands patrons du Québec vivent leur métier, qui est paru en 2014. Les médias font souvent appel à son opinion et à sa vision du leadership, de la gestion des équipes et des talents. Alors, Alain, bienvenue avec nous. Merci, voisin. Alors, je dis merci à mon voisin parce que quand on a eu besoin d'aller chercher quelqu'un pour faire l'animation, je n'ai pas eu à aller très, très loin. C'était parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour votre excellente présentation parce que ça m'ouvre le chemin pour la mienne essentiellement. Ce week-end, je regardais la version longue de votre rapport, je l'épluchais et je regardais pour quels étaient les constats les plus importants. Et je suis tombé également sur un papier récent de McKinsey, dans McKinsey Quarterly en janvier, qui montrait que 90% des PDG planifient d'accroître leurs investissements en développement du leadership. Et quand vous regardez un peu ce que vous nous dites, puis un peu, il y a une convergence là, avec ce que McKinsey nous dit à quelque part, que la question du leadership, la question des talents, c'est en fait l'enjeu majeur important pour ceux qui sont au sommet dans les organisations. Alors, on me donne à peu près 15 minutes pour parler de ce sujet-là. Moi qui est passionné de ça, ça fait depuis à peu près 5-6 ans que j'enseigne un cours en gestion des talents. Alors, ça va être un assez grand défi. Ce que je vais faire, je vais parler de 3 choses essentiellement. D'abord, pourquoi le talent est dans le top 3 des PDG depuis au moins 5 ans? Si vous regardez les rapports, ce qu'on nous a présenté, le talent est toujours à quelque part au niveau mondial, au niveau canadien, à quelque part dans le top 3. J'ai eu le plaisir de travailler avec le Cercle des présidents ici au Québec dans les 5 dernières années, à 3 reprises. Et à 3 reprises sur les 5-6 ans, ils avaient eu un événement annuel important autour de la gestion des talents. Alors, quand nos PDG ici au Québec aussi nous disent « c'est une priorité qui revient plus d'une année », alors, à quelque part, il y a vraiment une convergence et on va regarder ça, si vous voulez bien. On va regarder aussi la question des leaders à tous les niveaux, pas seulement au sommet de l'organisation, c'est une préoccupation importante, évidemment, mais aussi pourquoi c'est important de regarder à tous les niveaux et éventuellement, il faudra aller sur les bonnes pratiques. Si je reviens à l'article de McKinsey de janvier de cette année, il rapportait également que 43% des PDG se disent confiants que leur investissement en leadership va porter fruit. Alors, à quelque part, il y a là un disconnect entre pourquoi c'est important et pourquoi ça devrait fonctionner. Alors, je vais vous présenter, dans le fond, un peu mon premier message qui est développer, c'est un investissement et non pas un coût. C'est vrai que développer peut coûter cher, en temps, pas seulement qu'en argent, mais c'est un investissement. Je reprends une phrase de Daniel Vasella, de CEO de Novartis jusqu'en 2013. Il disait « Better people produce better results ». C'est vrai. Et quand on y pense aussi, « At the end of the day, we bet on people ». Les décisions ne se prennent pas tout seuls, les innovations n'apparaissent pas tout seuls, l'analyse des problèmes ne se fait pas tout seul. Ce ne sont pas des systèmes qui font ça, ce sont des individus. Avoir les bonnes personnes à la bonne place, au bon moment, c'est fondamental. Dans ma tête, j'ai un peu ce modèle-là en escalier qui est imprimé depuis de nombreuses années et qui fait un peu la jonction entre les investissements qu'on pourrait faire en gestion des ressources humaines, vu sous l'angle des pratiques, parce qu'on pourrait voir le développement comme une pratique de gestion des ressources humaines, et quel impact ça peut avoir sur une organisation. Pour faire le lien entre l'investissement en ressources humaines et l'impact, il faut monter les marches une à la fois. Il faut comprendre que des pratiques ressources humaines donnent des résultats ressources humaines qui sont des attitudes et des comportements. Pourquoi? Ce que les gens pensent détermine très largement ce que les gens vont faire. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement engagé, mobilisé, il vient d'apprendre ce matin
qu'on lui avait refusé la promotion qu'il attendait, puis essentiellement, on l'a donné à quelqu'un de l'extérieur. Ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à appeler ses amis, il va revoir son CV, ses comportements vont changer parce que ses attitudes viennent de changer dans l'instantané. Alors, comment on met en place des pratiques de ressources humaines pour influencer attitudes et comportements? Et ça se traduit chez des clients en termes de services. Puis, il y a des entreprises qui ont compris ça. Il y a 2 entreprises que je connais qui ont eu pendant un certain temps un slogan qui disait « Employees first, customers second ». Et essentiellement, sur la pratique, l'idée que je ne peux pas avoir un consommateur heureux si j'ai un employé malheureux, je ne peux pas avoir un consommateur fidèle si je n'ai pas un employé fidèle. Donc, je construis mon succès en affaires à partir de résultats ressources humaines qui sont les précurseurs des résultats d'affaires. Et les résultats organisationnels, évidemment, deviennent des résultats financiers. Ça va assez bien, sauf que je vais challenger ça, si vous voulez. Il y a quelques années, un grand quincaillier américain a fait un sondage d'opinion de ses employés, 28 000 employés. Il leur a demandé sur 12 items, jusqu'à quel point, sur une échelle de 1 à 5, à quel point vous êtes d'accord. 12 items que vous connaissez habituellement. My supervisor cares. Mon superviseur se préoccupe de moi. J'ai un ami au travail. Donc, on mesure un peu l'état des relations interpersonnelles dans l'organisation. Ce qui est intéressant, 28 000 employés, plus de 300 magasins. Et est-ce que c'est normal qu'on trouve des écarts importants d'un magasin à l'autre? Que certains magasins, si on faisait la moyenne des 12 items sur une échelle de 1 à 5, 5 étant plus positif, j'ai des magasins qui ont des moyennes plus élevées que d'autres. Trouveriez-vous ça normal que ça varie d'un magasin à l'autre? Probablement que c'est comme dans vos organisations, d'un secteur à un autre de l'organisation, on aurait des résultats très différents. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que intégralement, toutes les pratiques de gestion des ressources humaines sont intégralement les mêmes. Tout est fait à partir du siège social. Le système d'évaluation de performance, le système de dotation, la formation, tout est intégralement pareil. Qu'est-ce que ça vient me dire? Des mêmes pratiques de gestion des ressources humaines livrent des attitudes différentes. Donc, la solution ne peut pas, ou la réponse n'est pas essentiellement seulement dans le type de pratique que l'on met en place. D'après vous, qu'est-ce qui explique la différence d'un magasin à l'autre si les pratiques de gestion des ressources humaines sont les mêmes? Le leadership des cadres. Il y a une seule chose qui peut faire la différence, c'est essentiellement les gens qui appliquent les programmes et les politiques. Mon point est le suivant, c'est qu'il y a plus de valeur à aller chercher dans les personnes que l'on met en place pour diriger le personnel que dans les programmes, les politiques, les documents que vous auriez produits. Prenez une feuille blanche, donnez-la à quelqu'un qui veut faire une saine gestion de performance, donnez-lui un formulaire d'évaluation de performance en ligne en 3 couleurs. Ça ne changera rien. La page blanche peut aller beaucoup plus loin que l'autre système en ligne en 3 couleurs. Alors, mon idée, c'est que derrière ça, effectivement, c'est l'idée que ça ne fait pas la différence. Attention, ce n'est pas automatique. Et deuxièmement, c'est l'idée d'avoir des leaders, pas seulement au sommet de l'organisation, mais à tous les niveaux et particulièrement aux niveaux les plus bas, si vous préférez. Deuxième message, quand on revient à l'opinion, quand on revient au défi des PDG, j'ai trouvé 3 constantes à travers les différentes études. Le talent, plus que jamais. Dans le top 3, on va convenir que c'est une préoccupation qui est là. On va y revenir. Mais pourquoi c'est important? Le talent, c'est d'abord la question de l'attraction. Quand on parle aux dirigeants, c'est la crainte de ne pas trouver la qualité. La quantité, c'est une chose, mais de trouver la qualité des gens dont on a besoin pour le futur. C'est une question de relève aujourd'hui. Ils se font poser la question par les membres du conseil d'administration. Est-ce qu'on a aujourd'hui 2 relèves prêtes ou sur le point de l'être pour chacun des postes critiques? La question vient d'en haut. On pose la question aussi de la mise en œuvre de toutes mes stratégies, mes priorités. Est-ce que j'ai la bonne personne à la bonne place au bon moment? Est-ce que j'ai un système qui m'assure de ça? Et le dernier point, c'est bien sûr toute la question de la performance. On sait, toutes les études nous le montrent, que les gens les plus performants ont des multiples de 2, de 3 et même plus par rapport à l'employé moyen. Regardez dans la vente, regardez dans le sport,
les meilleurs employés surperforment par plusieurs fois l'employé moyen. Donc, trouver ces personnes-là, puis en avoir une quantité critique est devenu fondamental pour réussir dans la plupart des organisations. Une deuxième constante, puis c'est apparu à travers beaucoup l'exercice que vous avez présenté tout à l'heure, la question de la culture. Je ne sais pas si vous avez vu à plusieurs reprises, culture d'innovation, culture de service, culture de performance. L'idée que dans nos organisations, les présidents veulent des changements culturels. Pas un changement de structure seulement, pas un changement de processus. On veut avoir des changements en profondeur. On veut transformer la culture d'une organisation. Et quand vous regardez la question de la culture, vous avez probablement déjà vu ou lu ces livres-là. Jim Collins, sur une période d'à peu près 20 ans, il regarde à peu près à tous les 7-8 ans quelles sont les entreprises qui dominent leur industrie. Et certaines de ces entreprises-là, en comparant ça avec un comparatif à un niveau plus inférieur en termes de performance, ces entreprises-là, souvent, sont les mêmes, qui dominent leur industrie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui explique que ces entreprises-là soient aussi pérennes en termes de performance? Essentiellement, quand vous revenez à la base, vous trouvez que la culture organisationnelle est fondamentale. Et une des entreprises qui est célébrée depuis 40 ans, qui démontre ça, c'est Southwest Airlines, qui, dans une industrie où tout le monde s'est planté, ou fusionné, ou a fait faillite, eux ont eu un succès ininterrompu depuis 40 ans. Ils n'ont pas d'avion qui coûte moins cher à rouler, ils n'ont pas nécessairement de pilote qui coûte moins cher, ils payent le fioul aussi cher que les autres. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise domine son industrie depuis 40 ans et continue de croître? La culture qui est extrêmement forte dans une organisation. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas trouver une culture au magasin. Vous pouvez acheter SAP, vous pouvez acheter n'importe quel consultant, mais vous ne pouvez pas trouver une culture au magasin. Et là, comment ça se développe? Ça, c'est autre chose. Évidemment, une autre chose qui domine aussi, c'était la question d'une entreprise souple et agile, et on va y revenir, si vous voulez, entre autres au plan de briser les silos. Au Québec, en 2008, ça date déjà, il y a eu un exercice intéressant qui a été fait par des PDG fin du mois d'août 2008. Se sont réunis, je ne me souviens plus exactement combien, mais plusieurs PDG, pour discuter un peu d'enjeux et de leadership. Le leadership est ressorti comme un des enjeux les plus importants. Ce qui est intéressant, si vous tapez sur le web « Urgence Leadership », vous allez apparaître, vous allez voir le rapport qui fait à peu près une quinzaine de pages, qui est très intéressant et qui pose la question justement de est-ce qu'on a un problème de leadership. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que 29 des entreprises au Québec se disent prêtes à relever le défi du leadership à quelque part. Il y a 7 enjeux, 10 solutions qui sont proposées. Je vous donne par exemple un enjeu que j'ai trouvé particulièrement fascinant et ça va correspondre un peu avec votre dimension interculturelle que vous parliez un petit peu au départ. Un des enjeux qui était soulevé, c'est qu'au Québec, très largement, nous avons des gestionnaires qui sont nés au Québec, qui ont été formés au Québec et qui n'ont travaillé qu'au Québec, dans un monde globalisé. Alors, ils disent, là, on va peut-être avoir un os à quelque part, et ça pose problème. J'avais fait une étude il y a peut-être 25 ans de ça, je me souviens, pour l'Ordre des ingénieurs. On avait regardé, entre autres, les ingénieurs au Québec, les ingénieurs en Ontario. Une majorité d'ingénieurs en Ontario avaient été formés à l'extérieur de l'Ontario. Au Québec, c'était près de plus de 70-75 des ingénieurs avaient été formés au Québec. Donc, on voyait l'effet de l'absence de mobilité à quelque part dans un monde. Mais pourtant, il n'y a pas de pénurie de talent. Moi, je crois qu'il n'y a sincèrement pas de pénurie de talent. Il y a peut-être un problème plutôt de développement du leadership. Une question qui se pose, et McKinsey l'avait exposé il y a quelques années quand ils avaient regardé dans les entreprises quels étaient les problèmes qu'elles vivaient au plan de la gestion du talent. Un des problèmes qui était soulevé, c'est qu'une majorité d'entreprises développent leurs leaders en fonction des besoins d'aujourd'hui. Voici les compétences qu'on recherche du gestionnaire aujourd'hui et on développe les gens en fonction de ça. Le problème, c'est que les gens qui démarrent en matière de formation, en matière de développement, vont mûrir en combien de temps? Vont mûrir dans 5-6 ans. Mais dans 5-6 ans, la réalité va peut-être avoir changé. Donc, on développe les gens en fonction des besoins d'aujourd'hui et non pas en fonction des besoins de demain. On pourrait s'imaginer, on pourrait dire, de quoi aura l'air le monde dans lequel nos leaders vont œuvrer? C'est une question que j'ai posée souvent. Je disais aux gens, imaginez,
Vous êtes tombé dans le coma pendant 10 ans. Vous vous réveillez ce matin et vous retournez au travail dans votre entreprise. Vous étiez là il y a 10 ans, vous revenez ce matin. Voyez-vous une différence? Elle est énorme. Et tous les experts vont vous dire que la différence que vous avez vue dans les 10 dernières années, c'est rien par rapport à la différence qu'on va voir dans les 10 prochaines années. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les organisations changent, les organisations se restructurent, se réorganisent, deviennent plus flat, les organisations, la culture, on veut la faire changer. La question aussi de la délocalisation, où on fait les choses. L'entreprise, elle, change. Le travail change. Le 24/7, la distance, la rapidité avec laquelle on fait les choses, les normes montent. On pensait à Open Innovation. Avant, il n'y a pas longtemps encore, on se fiait sur nos gens à l'interne pour trouver les idées. Aujourd'hui, on met une idée sur le web, puis on a à peu près 70 000 personnes qui y répondent dans les 40 quelques heures qui suivent. On a complètement des façons différentes de fonctionner. Et vous le savez, les individus changent en même temps, en termes évidemment de génération, mais aussi en termes de diversité ethnique et de style de vie. Quand vous regardez ça, puis vous mettez un gestionnaire au centre, puis vous mettez le leader demain matin, et votre leader qui est au centre dans beaucoup d'organisations, et on le voit, ça va être un Y. On commence à voir des gens de la génération Y, parce que ça fait 10 ans qu'on parle de la génération Y. Bien, ils vieillissent. Et essentiellement, à un moment donné, ils assument des responsabilités. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Ubisoft. On les voit régulièrement. Puis ma définition d'un gestionnaire à Ubisoft, c'est quelqu'un qui a 2 ans de plus vieux que toi. Alors, donc, essentiellement, vous les voyez. Comment là, vos Y vont gérer ces gens-là dans ce monde-là? Avec des gens différents, dans une organisation différente, avec une façon de travailler différente. Est-ce qu'on est en train de préparer les gens à œuvrer, à être de véritables leaders dans ce contexte-là? Alors, ça pose la question ici la question du leadership. Et pourquoi je pensais que j'ai mis l'image de... C'est quoi le film déjà? Wizard of Oz. Donc, pourquoi j'ai pris cette image-là, vous pensez? Parce que je l'utilise assez souvent pour exprimer un peu ce qu'est le leadership pour moi. Parce que leadership, pour reprendre la phrase d'un de mes collègues et amis, Éric Brunel, leadership, c'est comme l'amour. Tout le monde peut témoigner de ce que c'est que l'amour. J'ai assez souffert. Tout le monde peut en témoigner, mais personne n'est capable de le mettre dans une petite boîte, de le configurer. Leadership, c'est un peu la même chose. Tout le monde peut témoigner d'avoir vu un leader, d'avoir ressenti la présence d'un leader, mais personne n'est capable de le mettre dans une petite boîte. Sauf que moi, je le mets dans une petite boîte de la façon suivante. Je me dis, le leadership, c'est essentiellement comme le film de Wizard of Oz. Quand vous aviez Judy Garland qui avait reçu un coup sur la tête, tombe dans un coma, s'en va dans un monde imaginaire, on the Yellow Brick Road, puis rencontre 3 personnages, chacun dans une quête. Que cherchaient les personnages? Le lion. Courage, l'homme de fer. Un cœur, puis le scarecrow, l'épouvantail. Il cherchait un cerveau, il cherchait une tête. Dans le fond, le leadership, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Il exerce son leadership avec sa tête. C'est quelqu'un qui utilise son cœur pour amener les gens dans la direction où il s'en va. Puis le dernier point, le courage, c'est qu'en cours de route, il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Et quand on regarde les 3 dimensions, alors c'est essentiel. Est-ce qu'on est en train de préparer des gens qui ont ces 3 facettes-là? Je vais terminer avec 4 messages importants, je pense, en termes de pratique, de bonnes pratiques de gestion. La première, c'est bâtir un pipeline de talent. C'est facile, je pourrais faire un parallèle avec le hockey. Est-ce que le hockey a un pipeline de talent? Pour s'assurer que les meilleurs joueurs partout dans le monde se retrouvent à la bonne place dans une des équipes de la Ligue nationale. À quel moment commence le pipeline? À quel âge? Très tôt. Puis là, après, vous voyez dans le pipeline, vous avez des catégories, vous avez différents niveaux. Pour chacun des niveaux, vous avez le A, le 2A, le 3A. Vous avez des tournois. C'est quoi un tournoi? C'est un endroit, à un moment donné, où on prend les gens qui ont du talent, puis on les met en opposition, puis on les observe. On a tout un pipeline de talent pour s'assurer d'avoir les meilleurs joueurs à la fin. Dans une organisation, on peut se poser la question, est-ce que vous avez un pipeline de talent? Est-ce que vous avez un pipeline qui prend des gens à la base, qui vont chercher de jeunes et qui les amène à des postes de direction un peu plus tard? Quand on regarde le pipeline de talent, habituellement, les entreprises ont un choix.
Elles vont dire, oui, mais tout le monde a du talent. Donc, on va considérer 100 des individus. Puis la question qu'on va poser, c'est quelles sont vos forces? Puis la deuxième question qui fait un peu plus mal, c'est jusqu'à quel point ton poste utilise tes forces. Là, ça commence à poser problème. Si je faisais ça, c'est correct, c'est une très belle question, mais je passe à côté d'une chose importante. C'est que ce n'est pas vrai que vous allez investir autant dans 100 des gens. Ce serait inefficace. Ce serait contre-productif. Vous allez devoir donc faire des choix pour investir, surinvestir dans certaines personnes. Et là, vous allez à l'inverse, vous allez à l'autre bout du spectre. Là, vous allez vers les hauts potentiels. 3, 5, des fois 10 une entreprise en croissance. Et là, vous avez un petit groupe d'individus qui sont perçus comme étant nettement supérieurs aux autres en termes de potentiel. Et là, vous allez surinvestir dans ces gens-là. Le problème, parfois, ça va être auprès de votre 95 Ils vont dire, puis moi, qu'est-ce qui se passe? Mais vous oubliez toute une série de gens au milieu qui sont des individus ou des groupes d'individus qui sont dans votre pipeline de talent. Qu'est-ce qui va vous amener au sommet? Les professionnels performants, les experts. Dans une organisation, il y a plein de gens qui sont très performants, mais à potentiel limité. On appelle ça un expert. C'est quelqu'un qui est dans le bon poste, qui fait un bon travail, mais c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement... Si vous voulez le rendre incompétent, sortez-le de son expertise. Il va se retrouver un peu à court. Vous avez des jeunes professionnels prometteurs, on le voit de plus en plus. Est-ce que vous avez dans votre organisation un programme qui vise des gens qui ne sont pas encore dans un rôle de gestion, mais qui présentent de l'ambition et un potentiel? Est-ce que ces gens-là, on les met déjà en mouvement? Les professionnels, et là, vous entrez dans toute la logique des transitions. Passer de professionnels performants à gestionnaires. Passer de cadre intermédiaire à cadre supérieur. Passer de cadre supérieur à direction générale. Est-ce que vous pensez que parce que je donne une promotion à quelqu'un, dans le milieu de la nuit, il y a une langue de feu qui descend sur la tête, puis il se transforme, puis il arrive le lundi transformé, ça n'arrivera pas par hasard. Il y a une question en quelque part là-dedans qui est de l'identité. Ça prend du temps et ça ne sert à rien de non plus tirer sur la fleur pour s'assurer qu'elle pousse plus rapidement. Identifier le potentiel, c'est là le grand enjeu. Puis j'ai souvent cette phrase-là, il n'y a pas de bonne façon de développer la mauvaise personne. L'identification est fondamentale. Si je passe à côté de l'identification, j'ai un problème. Moi, j'arrive en formation, des fois, puis je me dis, c'est votre meilleur? Parce que vous regardez ça et vous dites, écoutez, c'est trop tôt, c'est trop tard. C'est souvent aussi trop tard. Alors, il y a un bon timing pour faire les choses. Le jugement est complexe, subjectif et risqué. Une question que je pose souvent, je fais la référence à des parents qui ont des enfants en âge scolaire. Je leur demande, est-ce que vous pouvez me parler de la performance de votre fils ou de votre fille? Là, les gens en parlent, ils me parlent évidemment de bon, moins bon, selon la matière, depuis tant d'années. Ils connaissent très bien la performance de leurs enfants. Parfait. Comme tous les gestionnaires, on sait relativement bien gérer la performance. C'est le regard passé. Je gère, dans le fond, je conduis mon auto en regardant le rétroviseur. Mais la question que je pose après leur fait un petit peu plus mal. Je leur pose la question, j'ai dit, maintenant que tu m'as parlé de la performance de ton enfant, performance scolaire, réponds à la question, jusqu'où peut-il aller, cet enfant-là? Quel est son potentiel et jusqu'où il peut aller? Et là, la question est beaucoup plus floue, beaucoup plus subjective, beaucoup plus difficile à répondre. Mais on est face à cette question-là dans une organisation. Il faut pouvoir cibler des bonnes personnes. Il faut le faire le plus tôt possible. Il faut aussi faire attention que la performance n'est pas le seul et n'est pas le premier indicateur. Très souvent, on a ce problème-là, c'est que les gens pensent que performance égale potentiel. C'est comme si je disais, demain matin, mon prochain coach au hockey, c'est le meilleur joueur. Ça n'a aucun sens. Pourtant, en organisation, on ne cesse de faire ça. On ne cesse de donner une promotion pour reconnaissance, pour performance. Il faut réfléchir en termes de qu'est-ce que ça demande. Il y a une marche importante. Clarifier les X-Factors. Les X-Factors, c'est la réponse à la question. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas tellement longtemps, puis il me dit, Alain, j'ai un problème. Il est en formation, à la pause, il vient me voir. Il dit, mon organisation est venue me voir. Elle me dit que je n'ai pas eu la promotion pour le moment, mais il me manquait quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on m'a dit? Il m'a dit, mon patron m'a dit, il te manque le petit humph.
Fait que là, il vient me voir et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on soit un petit peu plus clair. OK? Sur qu'est-ce qui te manque pour la prochaine étape? OK? Quels sont les véritables facteurs dans une organisation qui vont faire la différence entre tu peux être un excellent cadre intermédiaire, mais on ne te voit pas comme étant potentiel pour un cadre supérieur. Attention, au potentiel égale au risque. J'ai écrit un article dans la presse il y a plusieurs années, puis j'avais donné ça comme titre. Au potentiel égale au risque, parce que le risque de perdre ces gens-là, le risque que ces gens-là, on les stretch, on leur donne les dossiers les plus importants. Donc, très souvent, on a un risque de brûler ces gens-là. Et on oublie une chose, on ne voit que leur force, mais parfois on oublie leurs dérailleurs. Il y a toute une réflexion à faire sur les facteurs qui font dérailler les gens à succès dans une organisation. Et la transparence, c'est le dernier enjeu ici. La transparence est importante. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis à qui? Je connais des organisations, puis j'ai fait une enquête pour le Cercle des présidents. J'ai regardé toute une série d'entreprises, et entre autres, on a trouvé des entreprises qui ne disent rien à personne, jusqu'à des entreprises qui affichent la liste des gens à haut potentiel. OK? Donc, en termes de pratique, c'est all over the place. Mais on ne sait pas, et le jury n'a pas encore rendu de verdict à savoir laquelle des pratiques est la bonne. Alors, pour terminer, je vais conclure avec la question de développer de façon continue, personnalisée et juste à temps. Ce qui est important, c'est, si je veux développer mes individus, c'est de diversifier les moyens. Et ça, on le sait depuis longtemps, que les gens utilisent minimalement 3 moyens pour se développer. Ils utilisent l'expérience, j'apprends en le faisant, j'apprends de mes erreurs, j'utilise l'observation des autres. Si je regarde quelqu'un se casser la gueule, peut-être que je ne ferai pas la même chose. Donc, j'observe constamment. Avant que je fasse quelque chose, je regarde d'autres personnes. Et le dernier point, je vais chercher des connaissances. Je lis, je vais chercher des cours. Comment les gens se développent? Bien, c'est très largement, d'après vous, l'expérience. Très largement par l'expérience. Mais le problème avec l'expérience, en fait, ce n'est pas un problème, c'est une source importante. Mais le problème avec l'expérience, c'est qu'il faut le transformer en apprentissage. Pour le transformer en apprentissage, il faut une période de réflexion. Il faut un espace où on peut tirer des enseignements de cette expérience-là. Le problème, c'est que les gens nous disent, dans mon organisation, il n'y en a pas d'espace pour faire ça, à quelque part. C'est bon? Merci à tous. Okay. Merci, Alain. On aurait le temps pour 1 ou 2 questions. S'il y a un brave. Sinon, j'en ai une, ma question. Mais une rapide, Alain, parce que... Ah, bon, M. Mizika a une question. Allez-y, M. Mizika. On peut amener le micro là-bas? Just one reflection to tie the two together, presentations, is quite fascinating looking at the CEO survey. The part of the world that's most interested and most challenged and most worried about their leadership and succession in many of these questions like high potential and like is the ASEAN countries, Asia. That is their deep worry. What wakes them up at 3 in the morning is exactly these sets of questions. How do we deal with these? How do we pull out the high potentials? How do we ensure that we have the leadership succession? The other is Latin America. They also tie it with employee engagement. So I just thought that would be something to add in here. But Asia is most concerned about it. Asia, en fait, les pays que je connais ont un gros problème de roulement de main-d'œuvre qui est absolument phénoménal. Alors, ils investissent, mais ils les perdent beaucoup. Alors, c'est une grande source de préoccupation. Est-ce que tu prends des questions ou tu en avais une? Oui, bien, j'en avais une, moi. Puis je voulais en fait, j'étais curieux. Ça rejoint un peu ce que M. Mizika, tous les deux, vous avez parlé de l'importance de la culture, de l'intangible, de l'immatériel. À un moment, tu as mentionné, toi aussi, il y a une accélération vraiment beaucoup actuellement des technologies, du monde du travail. Il y a une accélération un peu de tout dans le monde du travail. Est-ce que c'est plus difficile de construire des cultures d'entreprise quand tout est accéléré puis quand tout va vite comme ça? Est-ce que construire une culture d'entreprise en 2014, c'est plus compliqué que dans des entreprises qui sont établies depuis 50 ans? En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse toute faite à ça.
Il y a certainement une volonté plus importante aujourd'hui d'en construire une. Moi, je pense que ce qui rend la situation difficile, c'est probablement la croissance de l'organisation et les modes de croissance. Beaucoup, beaucoup par acquisition, beaucoup par fusion. Et là, vous amenez des gens de toutes sortes de cultures différentes. Je travaille avec une entreprise, là, je travaille avec eux encore jusqu'à la semaine dernière. 3 fois par année, on a un programme qui amène 36 personnes. C'est une entreprise qui est dans 32 pays différents et qui amène 36 personnes pour une semaine à Montréal. Puis ces gens-là viennent en moyenne à peu près de 15 à 16 pays différents. Pourquoi? Parce que l'entreprise grandit par acquisition dans toutes sortes, non seulement dans des divisions différentes, mais dans des pays différents. Alors, ils sentent le besoin d'amener tout le monde à Montréal pour faire une semaine d'intégration, si vous voulez. Ce qui est très intéressant dans ce contexte-là, d'ailleurs, c'est une des entreprises, on a un programme le plus particulier, c'est qu'à peu près 85 de la formation est donnée par les exécutifs eux-mêmes. Alors, ils prennent charge de la formation de ces gens-là. On a une rencontre dans une salle, puis le comité de direction se réunit pour à peu près 3 jours pleins dans les 6 jours qu'on est ensemble. Ils se réunissent dans la salle à côté. Ils prennent leur pause, on prend les lunchs ensemble. Donc, ils ont une occasion en or de croiser les dirigeants pendant une semaine, justement pour essayer de bâtir cette culture-là. C'est une entreprise qui est en existence depuis 50 quelques années, qui veut avoir une culture forte, puis ils disent qu'il faut qu'on y mette les moyens pour le faire. Bien, merci. Alors, Alain Gosselin, Daniel Musica, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est 2 conférences qui mettent